Bon, on va pas se mentir, tout le monde n'a pas une tête de cinéma. Même moi, et c'est ok. On n'est pas tous des Henri Cavill ou des Ana de Armas. Mais si vous jouez bien vos cartes, les gars, vous pouvez quand même choper. Et justement, aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'un gars qui a accepté le fait qu'il était moche, mais qui a quand même 100% de réussite avec les meufs. 5 étapes pour plaire à une meuf même quand t'es moche. C'est pas un coup de gueule de mec aigri, ni un tuto bidon genre mets du déo et souris. C'est juste un gars lucide qui a accepté une vérité simple. Je suis moche. Et pas en mode je me trouve moche, non. Genre scientifiquement validé par le vote populaire. 22 mecs, 8 filles. Les filles font un classement des gars. En vrai, tout le monde a fait ça, non? Je suis dernier. Mais genre pas dernier à l'arraché, hein. Mon nom est écrit en premier sur la feuille, quasiment en case hors compétition. Zéro débat, zéro espoir. J'ai jamais eu de problème avec les filles. Même plutôt l'inverse. C'est ce que je vais t'expliquer. Pas une recette miracle, pas une technique de drague TikTok, juste un plan de bataille compatible pour les moches. Ok, prenez des notes les moches. Étape 1, t'as pas le droit d'aborder une meuf dans la rue ou dans un bar. Sens pas à quelqu'un à qui on dit après un salut t'es charmante. Et c'est pas grave. La meuf connaît pas ton humour, ni ton intelligence, ni ton âme profonde. C'est pas de la superficialité, c'est de la logique. Tu fais pareil inconsciemment. Il a raison. Tout le monde juge un petit peu au physique. On va pas dire le contraire les frérots. Faut juste l'accepter. Après, il faut juste pas mettre les gens dans une case juste par rapport à un physique. C'est logique. Étape 2, le sois gentil, c'est bidon. On t'a menti. Être gentil, c'est pas une stratégie, c'est juste le minimum social. C'est vrai. C'est pas parce que vous êtes beau que vous êtes des connards et c'est pas parce que vous êtes moche. Encore pire si vous êtes moche. Vous pouvez pas être méchant. Personne choisit un mec moche et gentil s'il y a un beau et gentil qui est dispo. Spoiler, les gens beaux sont souvent aussi gentils. Désolé de briser le mythe du connard populaire. Étape 3, le vrai super pouvoir, c'est la connexion. Ta seule chance, c'est le lien authentique. Tu construis une relation, tu deviens quelqu'un dans son monde. Mais pour que ça marche, t'as besoin d'opportunités sociales. Cours de théâtre, club d'échecs, bénévolat, donjons et dragons, peu importe, tu t'en fous. L'objectif, c'est de rencontrer des gens dans un cadre où ta tête est pas la priorité. Étape 4, sois normal. C'est des humains, pas des boss de fin de niveau. Traite-les comme tes potes, même si t'as envie d'elles. Surtout si t'as envie d'elles. Deviens sociable, naturel, mais sois pas chelou. Étape 5, le test. Tu vas flasher sur une pote. C'est là que tu testes le mode 1v1. Tu proposes un café, une sortie de chill, juste vous deux. Elle refuse, elle vient mais ça sonne faux, elle sourit mais elle regarde son téléphone, fin du game. Tu continues l'amitié mais tu tires un trait. Elle accepte, elle est naturelle, elle relance, bingo. Et là mon pote, chaque fois que j'ai atteint ce stade-là, ça s'est concrétisé. 100% de réussite. Parce qu'à ce moment-là, la personne elle te connaît, elle a vu ce que t'es vraiment. Et parfois, le lien dépasse la gueule. En résumé, tu veux plaire, travaille sur toi. Pas ton physique, mais ton contenu. Sois intéressant, sois drôle, sois à l'écoute, sois bien dans tes pompes, même si elles sont moches. Vous avez pris des notes en 5 étapes simples, hein. Moche plus drôle, ça annule la mocheté, mais voilà, t'as pas besoin d'être beau pour plaire, tu vois. 5 ingrédients pour réussir ta béchamel. La fameuse béchamel, hein. Moche plus riche aussi, ça fonctionne bien bizarrement. Étrangement, hein. Bon les gars, j'espère que la première histoire vous a plu. On a vu les bonnes pratiques quand on est moche, mais dans la prochaine, on va voir les mauvaises pratiques. Est-ce que vous êtes chaud? Juste avant de passer à la suite, les gars, s'il vous plaît, lâchez un like, abonnez-vous, c'est gratuit, moi ça m'aide beaucoup, vous êtes les plus beaux. C'est l'histoire d'un mec qui s'est dit seul au monde, genre vraiment seul. Il avait posté sur le subreddit un espèce de mur de lamentation numérique pour les cœurs solitaires. Je tombe sur son post par hasard, on vit pas trop loin l'un de l'autre, on partage quelques centres d'intérêt et surtout, il galère en amour. Donc je réponds, on commence à discuter et franchement ça passe bien. Il me dit très vite qu'il pense être trop moche pour trouver quelqu'un. Sauf que perso, j'ai jamais été branché sur le physique. Si t'es propre, gentil et que tu sens pas le cadavre, on peut s'entendre. Il dit qu'il s'en fout aussi du physique. Lui ce qu'il veut c'est quelqu'un de bien. Cool, ça part bien. On prévoit un rendez-vous. Ni lui, ni moi n'avons vu de photos. On s'est dit que ce serait plus simple vu nos insécurités mutuelles. J'étais honnête avec lui. J'avais déjà vécu ce genre de moment où la personne me voit et switch off. Il m'a juré que j'avais rien à craindre, qu'il était pas ce genre de mec. Le jour arrive, on se retrouve dans un petit resto. Et franchement, les premières minutes sont normales. On discute, on rigole un peu. J'ai même commencé à me dire, peut-être que ça va vraiment le faire. Et là, il lâche la bombe. Devant moi. Désolé si ça paraît rude, mais j'ai des standards, mais t'as une super personnalité. Oh le bâtard. Oh non. Et je lui a dit cache les yeux dans les yeux là, comme je vous regarde. T'es trop moche pour moi. Après, il est honnête. Je respecte. Non, mais tu vois, il y a l'honnêteté et le tact, tu vois. Tu peux dire un truc du style, bah écoute, j'ai passé un bon moment, mais tu sais, j'ai pas eu le feeling qui fait que on... Tu vois, même si tu détournes un peu la réalité, des fois c'est mieux, non? Mon cerveau s'est figé. Pas un signe avant ça. Juste cette attaque frontale. C'est que je l'ai bien pris. J'ai regardé mon assiette et j'ai dit ok. Mais il a pas fini. Et il enchaîne avec. Parce que bon, les meufs, elles peuvent rejeter un mec pour son physique tranquille, mais nous on n'a pas le droit, c'est un double standard. En vrai, je suis un peu d'accord. Il a pas tort. Mais c'est vrai qu'il aurait pu la laisser tranquille. Un peu de tact, c'est mieux. Exactement, Emilia. Et là, il part dans un monologue façon thread Twitter mal digéré. Je me demandais si j'étais censé débattre, applaudir ou appeler un serveur pour qu'on me libère. Et si c'était Gollum, je comprends. Ouais, mais attends, même lui, il est
moche, c'est un giga CSC. Mais en vrai, plus il parlait, plus je réalisais que je venais d'éviter un désastre. Un type qui pense que dire à une fille en face « t'es trop moche pour moi », c'est un acte militant. Courage à la suivante. Ah, le frérot, il a abusé. Déjà, il est moche, il veut pas sortir avec une moche. Il abuse. En fait, lui, c'est moi moche et méchant. Voilà, exactement. Les gars, je saurais pas comment réagir. Je vous raconte la prochaine, les frérots. Il y a environ un mois, ma femme et moi, on est en train de faire les courses tranquillou. On sort d'un magasin et bim, elle tombe sur son ex du lycée. Le gars et sa mère en pleine rue. Lui, il est poli. Sa mère, par contre, elle sort direct une phrase que j'aurais aimé effacer de mon cerveau. Vous êtes beaux côte à côte, mon fils et toi. On dirait que c'était écrit. Awkward level 10 sur 10. Ma femme et moi, on s'éclipse vite fait. Et pendant qu'on se barre, le mec lance un « On devrait prendre un café un de ces jours ». Son ex dit ça à ma femme, devant ma femme. Bagarre. Sur le moment, je m'en tape. Je trouve ça chelou, mais pas grave. On en parle vite fait tous les deux. Je lui dis, s'il a encore des sentiments, tu coupes, hein. Elle dit qu'elle est même pas sûre de vouloir le voir. Le soir même, je suis sorti boire un verre avec des potes. 1h du mat, je rentre. Le lendemain matin, son ex est mort. Pas genre, il est mort dans son sommeil paisiblement, non. Chute, trauma crânien, un mec de 30 piges, décédé. La veille, je le croise, il propose à ma femme de boire un café. Le lendemain, il disparaît de la timeline IRL. Depuis, elle agit chelou. Mais pas triste, pas dévastée, méfiante. Elle me pose des questions précises. Vous étiez où exactement ce soir-là? Qui est arrivé en premier? T'as payé une tournée ou pas? Ils sont partis à quelle heure? Tu rentres à pied ou t'as pris un Uber? Moi, je veux dire, il y a un moment où j'ai le droit de me demander, est-ce que ma femme pense que j'ai tué son ex? Mais la vraie question c'est, est-ce que je peux lui demander ça? Genre poser les mots. Tu penses que j'ai assassiné ton ex parce qu'il a parlé de café? Mais si je dis ça, elle va croire que je culpabilise. Mais si je dis rien, elle va continuer à me regarder comme si j'avais planqué un corps dans le coffre. Je n'ai pas tuer ce mec. Et pourtant me voilà en train de vivre dans un espèce de flou conjugal bizarre où ma femme me parle comme si j'étais innocent mais que jusqu'à preuve du contraire. Alors que je me suis que contenté de boire des pintes avec mes potes. C'est ouf, non? Et je vous jure les gars, si ma femme pense que j'ai tué son ex, au pire demande-moi, non, même si je l'ai fait, au pire t'es de mon côté logiquement. Oh bordel de saperlipopette de bois de fer de mince alors bon sans le chiotte. Chérie, t'es trop moche pour que je tue quelqu'un pour toi. Voilà la vraie réponse. Voilà, ça c'est une vraie réponse, Vidiane. Ma chérie peut tuer mon ex, pas grave, je la couvre. Bah logiquement, ouais, pas plus ou moins. Je tuais personne, moi. Ok, vous êtes prêts pour la prochaine? Quand t'aides ta voisine à monter des cartons dans l'escalier, imagine pas que tu vas devenir l'invité indésirable du plus gros dîner gênant de l'année. Il y a quelques semaines, j'ai aidé Émilie, 37 ans, ma voisine de palier, à déménager quelques affaires pendant que son mari était hospitalisé. On a sympathisé vite fait, petite discussion dans l'ascenseur, verre improvisé, vibe sympa, elle me semblait adorable. Et puis, elle m'invite à dîner pour me remercier. Je sonne chez elle, bouteille de vin à la main, sourire d'invité modèle. Elle m'accueille toute joyeuse, elle me dit que son mari est sorti chercher une autre bouteille. Ok, pas de souci. Sauf que quand le mari rentre, je manque de lâcher la bouteille sur le parquet. C'est Matt. 3 dates l'an dernier. Le mec qui m'a ghosté sans un mot. Disparu de la surface de Tinder comme un cow-boy après le dernier duel. Il entre dans l'appart comme si de rien n'était. Poker face de poisson mort. Il me lance un regard genre jamais vu de ma vie cette meuf. Émilie remarque l'ambiance polaire qui s'installe dans la pièce. Elle me demande, vous vous connaissez? Lui? Non. Moi? Si. Je balance. On a eu 3 rencarts l'année dernière, Matt et moi. L'ambiance devient Hiroshima. Émilie devient livide. Elle me demande de partir. Le lendemain, Émilie m'écrit. Pas pour s'excuser, non. Elle me reproche d'avoir menti. Apparemment, Matt lui a dit qu'on était sortis ensemble il y a 4 ans. Petit problème, je vivais même pas dans cette ville il y a 4 ans. Et là, j'apprends, ils sont ensemble depuis 3 ans et étaient déjà fiancés quand on s'est date. Je respire un bon coup. Je lui envoie les captures de nos textos de l'année dernière, le screenshot de son profil Tinder, toujours actif, monsieur irrégulier. Plus rien. Silence radio. Hier, je l'ai croisée dans le hall, elle m'a ignoré royalement. Pas un regard, pas un mot. Je sais pas s'ils sont encore ensemble, je sais pas si elle m'en veut ou si elle a juste honte. Mais moi, je me demande, est-ce que j'ai merdé? Parce qu'au final, tout ce que j'ai fait, c'est dire la vérité. C'est Matt qui a menti. J'ai juste déclenché le thermonucléaire avec une vérité que personne voulait entendre autour d'un gratin dauphinois. Oh, c'est chaud. Les frères, vous auriez dit la vérité ou pas? Le downfall de Matt, j'aime bien. Oui, bien sûr que oui, tous les jours. Ah, vous aurez tous dit la vérité cash comme ça là. Vous auriez pas attendu. Le mec il trompe, il assume pas la grande classe comme d'habitude. Mais par contre, ça se fait trop pas que la voisine elle ait coupé les ponts alors qu'elle s'entendait bien, genre non? Ça fait des bails chelous avec la voisine laitière et aime le lait. En vrai, que si le mec est moche. Après, s'il a eu 3 dates avec une meuf et qu'il est sorti avec l'autre, c'est qu'il est pas considéré comme moche. Quand tu le regardes, le prompteur, c'est bien. Mais ferme la bouche, on dirait un golemon. Oh non, oh les frères, aïe, aïe, aïe. Ça faisait trop longtemps. Écoutez la prochaine histoire. Je m'en souviens comme si c'était hier. J'étais amoureux, vraiment amoureux. Emma, c'était la bonne. On s'est rencontrés grâce à mon meilleur pote, Dave. Il m'a intégré à son groupe d'amis. 8 personnes au total. Et Emma faisait partie du lot.
De fil en aiguille, on est devenus proches. 2 ans et des poussières de relation. Sans accroc, sans dispute. Zéro tension, juste du bonheur. Du moins, c'est ce que je croyais. J'avais un plan, un projet, je voulais lui faire la demande. Pas un petit truc à l'arrache, non. Coucher de soleil, plage et tout le tralala. Je voulais qu'elle s'en souvienne pour toujours. Ça sent la merde. Alors je me suis dit, je vais prévenir les potes, leur demander de m'aider à organiser tout ça. Je les ai tous réunis et je leur ai dit, je vais la demander en mariage. Et là, silence. Regard entre eux, pas de cris, pas d'excitation, juste un malaise plus lourd qu'une table Ikea montée à l'envers. Je me demande ce qui se passe. Ils me sortent un vague, non rien, on est content pour toi. J'insiste. Et là, une des filles du groupe lâche un. Elle couche avec Mike depuis le début, comme si elle m'annonçait qu'il allait pleuvoir demain. Mike, du groupe, celui avec qui je picolais, celui avec qui j'ai partagé une tente au camping l'été dernier. C'est une blague, non? Mais Mike me regarde et me sort un « je suis désolé ». Pas de blague, pas de caméra cachée, juste un coup de poignard dans la poitrine. Dave m'a suivi dehors, il avait l'air aussi choqué que moi. Il m'a juré qu'il savait rien, et lui je le crois. Il m'a proposé de venir me poser chez lui pour souffler, j'y suis resté une semaine comme un fantôme. Et puis, Emma l'a su. Elle a commencé à m'inonder de messages, elle est même venue chez Dave. Il l'a envoyé balader. Dave est retourné voir le groupe pour comprendre. Et c'est là qu'il a appris que ça durait depuis le 3e mois de notre relation. 2 ans de double vie. 2 ans où tout le monde savait, où tout le monde se taisait. Ils ont rien dit, ils ont rigolé entre eux. Ils m'ont tout dit juste parce que j'allais la demander en mariage, hein. Sinon, je l'aurais jamais su. Le groupe est toujours uni, toujours en soirée, toujours à poster des stories ensemble. Ils me taguent parfois pour bien appuyer là où ça fait mal. J'ai pas encore bloqué par orgueil sûrement. Moi j'ai plus rien. Enfin j'ai Dave. Et ça c'est pas rien. Il a coupé les points avec eux aussi. Il m'a pas lâché. C'est plus qu'un pote. Il y ait un Dave dans votre vie les gars. Quel frère. Mais ça fait mal. Ça fait des mois et j'ai encore cette boule dans la gorge quand j'y pense. Des fois j'ai juste envie de pleurer. Mais j'ai une no cry streak à maintenir et je m'y accroche comme à une bouée. Est-ce qu'on s'en remet vraiment? Est-ce qu'un jour on redevient entier? Je sais plus trop qui je suis sans elle. On s'en remet jamais, c'est impossible, mais ça doit être trop dur. Écoutez bien, moi j'ai perdu un groupe de potes, ils sont pas morts, hein, on se parle plus, mais j'ai perdu tout un groupe de potes à qui je parle plus et ça m'avait déjà bien affecté, tu vois. Mais en plus, lui, tous ses potes savaient, il perd sa meuf, elle l'a trompé avec un gars de son groupe, c'est pas une dinguerie? J'aurais pété un câble. Comme c'est pour Pépon Dave, par contre, let's go. Sinon faut faire genre je m'en fous, je te trompe avec ta mère. J'espère, imagine. Je me suis jamais fait tromper, mais si un jour ça arrive, je sais pas ce que je fais les frères. Je crois que je me bute à la salle, je deviens grave beau, grave riche, je fais le meilleur travail sur moi-même. Genre je fais tout pour me venger quoi. Mais tu sais pas me venger en mode violence, me venger en mode ah ouais tu vas regretter. Oh putain, c'est que des histoires de dépressifs les gars. Je vais pas faire de poésie, pas de mise en scène. Je suis dans une sale période. Une de celles où tout fout le camp. Et quand je dis tout, c'est vraiment tout. T'as l'impression que t'as plus de sol sous les pieds et que personne te voit tomber. Je parle jamais de mes émotions et jamais parler de santé mentale. Même pas à moi-même tu vois. Mais là j'ai craqué. J'ai pensé il faut que j'en parle. Sinon je vais juste m'écrouler en silence. Je peux être honnête avec vous les frères. En fait, le début de l'histoire, ça me touche beaucoup parce qu'il m'est arrivé la même chose il y a 2 ans, un truc comme ça. Et comme une évidence, je me suis tourné vers ma copine, celle avec qui j'étais depuis plus de 2 ans. Ma personne de confiance, celle qui disait toujours, tu peux tout me dire. Pas pour avoir des solutions, pas pour qu'elle me sauve, juste pour être entendue. Elle m'a écouté sans rien dire. Et franchement, sur le moment, ça m'a soulagé. Sauf que le lendemain, elle était distante, genre regard fuyant, réponse sèche. Je lui ai demandé si ça allait, elle m'a dit qu'elle se sentait pas bien. Et le surlendemain, elle m'a largué, sans prévenir. Juste, je pense qu'on devrait arrêter. J'étais sonné, je pigeais rien, tout allait bien. Enfin, sauf moi, mais ça c'est pas nouveau. Un ami commun me dit aujourd'hui qu'elle s'est foutue de ma gueule avec ses potes. La phrase exacte qu'elle a sortie, apparemment, c'est « Le voir pleurer, c'était un turn-off. Je savais pas qu'il était faible comme ça. » On va la retrouver elle aussi. Les gars, l'écoutez pas, ne l'écoutez pas, je vous en conjure. Si vous vous sentez pas bien, allez parler à quelqu'un. Si elle vous largue, c'est pas grave. Elle m'a vu qu'une seule fois pleurer, en 2 ans. Et ça a suffi pour qu'elle efface tout ce qu'on a construit. Ses copines se foutaient de moi aussi. Apparemment, c'était un sujet de blague. Ma douleur, ma vulnérabilité, mon seul moment de vérité avec quelqu'un est devenu leur putain de divertissement. Et maintenant, j'ai plus rien. Pas d'épaule, pas de bouche amie, juste ce vide-là, dans le torse, qui fait écho à chaque respiration. Je sais même plus si j'ai envie de me rouvrir un jour. J'ouvre la porte, tu montes l'envers du décor et bam, t'es ridicule. Jeté, écrasé. C'était la première fois que je pleurais en 10 ans. 0 sur 10, je recommande pas. C'est chaud, hein, la prochaine histoire, là. On est mariés depuis 7 ans, Jen et moi. C'était bien. Mais il y a 2 ans, tout est parti en vrille. Oh, les gars, j'espère que c'est pas encore une histoire de tromperie. Un déménagement mal calculé, 2-3 urgences familiales, une bagnole pulvérisée par un abruti non assuré, économie évaporée. 401 000
vidé. Dette partout. On crame notre argent comme si c'était un défi. Le truc qui a tout déclenché, on a acheté une belle maison. 3 chambres, quartier cher, parce qu'on pensait avoir des enfants. Les enfants, mis sur pause. Et heureusement, parce qu'un gamin dans ce bordel, ce serait du suicide. J'ai dit à Jen en décembre dernier, soit on vend cette maison, soit on trouve des jobs mieux payés. Mais on peut pas tout garder. Elle a refusé de lâcher la maison. Elle aime trop son boulot aussi, même s'il la sous-paye. Mais après une semaine de dispute, elle a dit « Ok, on cherche tous les deux ». 6 mois plus tard, moi j'ai décroché un nouveau job. Plus 35 000. Elle, rien, nada. Toujours au même poste, même salaire, même discours. Attends de voir si ton nouveau boulot suffit. Spoiler, non. Quand je lui ai annoncé ma nouvelle offre vendredi soir, elle a tiré la tronche. Moi, un peu à bout, j'ai précisé que ça changeait pas notre deal. Parce que même avec cette augmentation, on pourra pas avoir d'enfants, ni refaire nos économies, ni respirer. Juste arrêter de couler. On s'est encore engueulé. Et le lendemain, ses parents sont venus dîner. J'ai voulu faire bonne figure, mais Jen, elle, a balancé à table. Peut-être que maintenant il arrêtera de se plaindre de l'argent. Sans réfléchir, j'ai lâché un truc que je t'aurais peut-être jamais dû dire à haute voix. D'ici 1 an, l'argent sera plus un souci parce qu'on sera divorcés. Oh waouh. Il a balancé le truc comme as. Ouais, c'est chaud. Silence nucléaire. Ses parents se sont figés. Et moi, j'ai quitté la table. Elle a dormi sur le canapé. Aujourd'hui, toujours rien. Froid polaire. Update. Ouais, j'ai merdé. Tu m'étonnes, frère, tu m'étonnes. J'ai littéralement claqué la phrase qui signe l'arrêt de mort de notre mariage et je l'ai fait devant ses parents. Hier soir, j'ai essayé de lui parler, elle m'a ignoré. Elle a fini par s'enfermer dans notre chambre. J'ai entendu « Va-t'en ». C'est clair, elle en a fini avec moi. Je consulte des avocats aujourd'hui, comme si, en balançant cette phrase, j'avais matérialisé un truc que je refusais d'admettre depuis des mois. Et en vrai, peut-être que je le savais déjà. Peut-être que j'espérais qu'elle bouge, qu'elle prouve que ce mariage comptait encore. Mais y a rien eu. Juste des silences, des murs et des demi-promesses. Certains vont dire que je suis un connard, que j'ai tout gâché, et c'est pas faux. Il y a des trucs que tu retiens si longtemps que le jour où ils sortent, ils explosent. Il a rien merdé, tu trouves? Faire ça devant les parents en plus, c'est abusé. Il s'attendait à quoi comme réaction avec ce genre de phrase devant les parents en plus? Bah, je pense que c'était en mode un trop plein de soulage, tu vois. Genre en mode ouais, trouve-toi un boulot. Et elle veut pas. C'était tellement honnête, je pense que c'est mieux comme ça. Après, devant les parents, un peu humiliant. Devant les parents, c'est chaud. Hein. Moi, je dis rien devant les parents. Je ferme ma gueule et j'attends. Toujours fermer sa gueule quand il y a une personne en plus que le couple, même si c'est de la famille. Bah, que ce soit de la famille, des potes ou quoi. Nous, avec ma meuf, on s'embrouille. Mais tu sais, on s'embrouille un peu gentil. Je sais que ma meuf, des fois, elle est un peu sérieuse. Mais moi, pas du tout. Je suis pas là à m'énerver ou quoi. Ne lave pas le linge sale en public, sauf si tu es ok pour te prendre un gros slip sale à la figure. Ouais, je suis grave d'accord, Emilia. Voilà. Bon les gars, c'était la fin de la dernière histoire, j'espère qu'elles vous ont plu. N'hésitez pas à me dire laquelle vous avez préféré dans les commentaires. Et aussi à vous abonner et à liker. Moi je suis désolé, mais moi ça m'aide énormément pour le référencement. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao.